Bonjour François Chalin. Bonjour. Vous êtes écrivain et architecte. Vous produisiez et animiez sur France Culture l'émission Métropolitain. Vous êtes auteur de nombreux livres et articles dédiés à l'architecture. C'est pour Rococo ou Drôle d'oiseau, qui paraît aux éditions non standards, que nous vous accueillons. C'est un vagabondage, un voyage en littérature par des chemins bordés d'oiseaux, accompagnés d'oiseaux que vous nous conviez avec ce livre. Vous y faites le récit d'une mésaventure que vous avez vécue. De quel événement naît Rococo ? Oui, enfin, un événement qui n'a strictement aucun intérêt, donc c'est pas la peine de lire l'ouvrage pour ça. L'événement, c'est la sortie d'un livre que j'avais fait au Seuil chez Fiction et Compagnie il y a 3 ou 4 ans, 2015. Très gros livre, plus de 500 pages, qui était une sorte de biographie de Corbusier. Et ça avait suscité une campagne absolument extravagante, puisqu'on a eu 450 ou 500 articles dans 41 pays différents, de gens qui n'avaient pas lu, mais qui quand même en parlaient, commentaient, se battaient, les réseaux sociaux s'en sont emparés. Et j'ai découvert à ce moment-là tout un monde nouveau pour moi, qui est le monde notamment des réseaux sociaux. Un monde volatile comme les oiseaux. Peut-on dire que Rococo est une peinture de mœurs ? Oui, c'est ce que on pourrait le prétendre, mais de mauvaises mœurs alors, de mauvaises mœurs contemporaines. Ce livre est un bel objet, on peut en parler tout de suite peut-être de cet objet. Je le disais, bordé d'oiseaux, je peux dire aussi brodé d'oiseaux. Pouvez-vous nous parler de la composition de Rococo et comment ces oiseaux arrivent dans l'écrit ? C'est un bel objet, mais ce n'est pas un beau livre. Je n'aime pas tellement l'idée de beau livre, et ni de livre-objet. À quelqu'un qui me disait que c'était un bel objet, je répondais non, c'est un sujet. C'est que c'est un sujet, c'est un livre qui a une personnalité, qui a un sujet, c'est pas du tout un objet, avec son caractère passif. Et comment sont venues les choses, c'est que ce livre, à l'origine c'est un pamphlet assez ordinaire, tapé à la machine sur 200 feuillets comme ça, encore 12 Times. Et puis j'ai rencontré par hasard une éditrice havraise, qui m'a proposé d'en faire autre chose qu'un simple pamphlet. Je rechignais un peu parce que moi j'avais assez envie de garder la forme du texte pour des raisons, je dirais, morales ou politiques, enfin comme on voudra dire, quoi. Et en fait elle a voulu y mettre des oiseaux, elle m'a proposé de mettre des oiseaux que j'avais dessinés, je dessine souvent, donc j'ai des oiseaux parmi d'autres choses. Et je lui ai dit, mais non, je ne veux pas vos oiseaux, mes oiseaux, parce qu'ils vont parasiter le texte, ils vont le commenter, ils vont y introduire des ironies ou d'autres sentiments, je n'en veux pas tellement. Et la semaine suivante, elle est venue avec une idée extraordinaire, c'est que les oiseaux seraient tous cachés dans les plis du livre. Alors ça, il faut comprendre comment le livre fonctionne. Il est assez complexe du point de vue de sa fabrication, très très beau du point de vue de sa fabrication. Et en gros, on peut dire qu'on peut lire le texte sans jamais rencontrer un oiseau si on ne découpe pas les pages. Ce qui a été une très grande surprise et un très grand plaisir pour moi. Et alors, dans le livre, les oiseaux ont le rôle principal. Oui, c'est en gros une exploration de toutes sortes de mœurs de notre société, de la critique, des historiens, des profs, de tout un monde dont je participe d'ailleurs. Hein. Et c'est une exploration qui est en grande partie une allégorie. C'est que j'ai cherché dans ma mémoire, ou dans la littérature, ou dans la philosophie, ou dans la poésie, des quantités d'oiseaux dont je me souvenais, ou que j'allais découvrir. Et tout jugement ou toute opinion que je formule, en gros, est formulée de la même façon, ou de façon un peu équivalente, dans des oiseaux, chez Nietzsche, chez Attard, chez Baudelaire, chez tel ou tel. Donc c'est une allégorie. Une allégorie. Et ça fait que d'une certaine façon, c'est aussi une sorte de fable. Enfin, c'est un livre fabulant. Mais c'est pas une fable au sens, c'est pas une petite histoire avec un début et une fin, comme les petites fables d'Ésope ou de La Fontaine. C'est une espèce de grosse fable brouillonne et emmêlée. Je me suis demandé en vous lisant c'est un livre aussi où moi j'ai ressenti de l'émotion en le lisant. Peut-être y avait-il vos émotions, peut-être la colère d'un procès d'intention que l'on vous a fait sur un procès d'intention, peut-être une blessure. Oui, c'est qu'au début il y a eu une blessure, mais les émotions ne sont pas toutes des appels à la consolation. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de joie aussi, j'espère, dans ce livre. Enfin, je suis un type assez joyeux quand même. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, dans ces aventures assez compliquées dont je comprends très bien les motivations, puisque quand on attaque une figure, ou quand des gens peuvent penser que vous attaquez une figure aussi déifiée que Le Corbusier, bien sûr, les gens entrent dans des idées tout à fait extravagantes. C'est comme vous faites tomber contribuer à lézarder en tout cas une figure immense auquel les gens sont très attachés.
des architectes surtout, mais pas seulement eux. Et du coup, toutes sortes de choses se mettent en branle. Donc ces choses sont très désagréables, parce qu'elles sont souvent très erronées, et que par surtout des gens qui n'ont pas lu le livre. Ça, c'est une chose que j'ai découvert, c'est qu'on parle beaucoup mieux d'un livre si on ne l'a pas lu. C'est pourquoi on pourrait inviter les gens à ne pas l'acheter, à ne pas le lire, d'ailleurs, mon livre. Pardon, j'ai pas entendu. C'est pourquoi on pourrait inviter les gens à ne pas acheter mon livre, pour pouvoir en parler plus souplement. Alors non, parce que il est plein de trésors, ce livre. Pour moi, de découvertes ou de redécouvertes. Il est composé d'énormément de choses. Il y a la poésie. Il y a les fables, effectivement, d'Ésope, qu'elle travaille pour rassembler tout ce matériau. J'aime beaucoup le matériau dont vous parlez, c'est la littérature, ou la philosophie, ou la poésie. Et j'aime beaucoup les mots aussi. Donc, vous avez remarqué que c'est assez travaillé. D'ailleurs, que la maquette comme éditrice a su faire naître de ses doigts, d'une certaine façon, est une interprétation de mes mots. C'est-à-dire que ce qui était tapé à la machine assez banalement, ploup, ploup, prend des respirations, éclot ça ou là, de façon qui m'a, cette fois, vraiment extrêmement touché aussi. Mais par ailleurs, j'aime beaucoup les variations des mots. J'aime beaucoup les ambiguïtés des mots. J'aime beaucoup, par exemple, certains textes, les psaumes du roi David ou des choses comme ça. J'ai essayé de chercher dans beaucoup de traductions, des traductions de la Renaissance, des traductions modernes, des traductions de tous ordres. Et là, on voit varier les interprétations, les mots, etc. Et ça devient un très très grand plaisir intellectuel. Oui, donc c'est pas seulement intellectuel, même sensuel on peut le dire, auditif. Ce livre, on peut le dire aussi. Oui, j'aimerais bien qu'on le dise, voilà, si vous voulez l'interpréter. C'est un livre qui s'annonce comme un divertissement, et vous parlez du plaisir à l'avoir réalisé. Est-ce que vous êtes diverti en l'écrivant ? Ah oui, mais immensément, oui, immensément. Je me J'en sors assez fatigué quand même. Notamment le travail de fabrication physique de l'objet a été extrêmement difficile et extrêmement long. Avec beaucoup d'allers-retours avec le graphiste et l'éditrice. Mais ça, c'était captivant parce que pour moi, c'est une chose tout à fait nouvelle aussi que faire. Non pas un beau livre, mais un livre beau. Il a l'air flou, ce livre. Or, il a une colonne vertébrale très solide. C'est un choix, le flou ? Oui, bien sûr, oui. Je dirais qu'il est nimbé. C'est un flou d'ordre poétique, si vous voulez. Mais c'est aussi un flou idéologique, c'est qu'il y a beaucoup de choses. J'étais confronté dans cette affaire à des tas de jugements très très carrés, et sur beaucoup de sujets, j'ai des jugements beaucoup plus nuancés ou flous ou contradictoires, et je me suis plu à montrer combien les jugements, même d'un auteur, pouvaient être assez contradictoires sur certaines choses. Alors, est-ce que je peux oser dire que peut-être c'est un livre qu'on peut, pardon pour le mot, mais picorer, qu'on peut ouvrir à n'importe quelle page ? On peut le becqueter, oui, comme on veut, selon sa gourmandise et son... Mais il a quand même un sens, en gros, il a quand même un début, il a une fin, en tout cas, il a une fin. Oui. Il a même une fin, une date, un jour d'achèvement, etc. Mais on peut le lire bien sûr n'importe comment, comme tous les livres d'ailleurs. Sauf les romans policiers. La fin n'est pas une fin de roman policier, donc on peut le lire dès le début si on veut, c'est pas gênant. Il n'y a pas de crime. Donc ils sont pardonnés. Et puis est-ce qu'on peut parler aussi de ces oiseaux qui sont dessinés ? Ce sont vos œuvres ? C'est pas des œuvres, c'est des croquis, c'est des dessins. Voilà. Mais c'est vraiment pas des œuvres. Je ne me considère pas du tout comme un artiste. Et je suis quelqu'un qui dessine parce que je suis de formation architecte. À mon époque, les architectes dessinaient. Quand on était étudiant, on apprenait à dessiner. Donc je dessine un peu durant l'été, quand je voyage, tout ça. Et je rencontre des oiseaux. Quand j'en vois un oiseau, empaillé, c'est encore plus commode, mais même vivant parfois, et parfois mort, je dessine un oiseau, mais je dessine aussi bien des architectures ou d'autres choses. On peut dire aussi un mot sur le livre auquel vous participez, qui est paru aussi aux éditions Non Standard et très récemment. C'est comme ça que j'ai d'ailleurs rencontré l'éditrice Élodie Boyer. Oui. Et qui est Le Corbusier, Zone d'ombre. C'est un livre extrêmement différent parce que vous savez que toutes ces polémiques sur le Corbusier tentent en gros, pour simplifier tout à fait les choses, à explorer dans son passé les liens qu'il a pu avoir avec des mouvements fascisants. Alors là, c'est un ouvrage qui réunit 4 ou 5 ans après la grande explosion qui a eu lieu à son cinquantenaire en 2015, qui réunit 8 essais d'universitaires français,
ou américain, ou australien, ou suisse, qui creuse des petites questions, la question de l'eugénisme, la question de telle ou telle chose. C'est un livre magnifiquement fait, encore une fois, par cet éditeur, et qui, grâce à ça, échappe un peu au caractère d'un ouvrage universitaire. Mmh. Je vous remercie. Peut-être une dernière question pour terminer cet entretien. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs, François Chalin? Je ne partage pas vraiment les livres, moi j'aime bien les garder pour moi, en tout cas je ne les prête pas. Mais peut-être La Conférence des oiseaux de Attard, parce que c'est un livre assez peu connu malgré le succès de la pièce qu'avait montée Peter Brook il y a 20 ou 30 ans, je ne sais pas. C'est une extraordinaire saga d'oiseaux faite par un poète soufi qui s'appelle Attard, ce qui veut dire le parfumeur, je ne sais plus bien quand, au XIVe ou XVe siècle. C'est très beau, Conférence des oiseaux. Il y a plusieurs traductions en français, notamment celle de Carrière et celle du poète, dont le nom m'échappe, Henri Gougaud. Merci beaucoup, François Chalin. Merci. Merci.